9h, le grand retour du tribunal de l'actualité, acte 6. Oui, c'est reparti pour la 6e saison de votre rendez-vous incontournable avec l'actualité. 2 juges, un président et des convoqués à la barre. Questionnement, critique, analyse, décryptage et des avant-propos qui titillent. Et je suis de ceux qui pensent que mieux nous avons une bonne communication, les mauvaises pratiques de communication vont disparaître. Il y a toujours un risque dans toute action. Mais nous disons que le risque ne doit pas paralyser l'action. Il faut que les citoyens eux-mêmes, dans les quartiers, dans les secteurs, dans les arrondissements, prennent conscience que les textes qui sont pris, c'est pour eux améliorer leur cadre de vie. Ce que nous souhaitons, c'est que cet accès soit efficace, il n'ait pas de conséquences énormes. Les religions révélées ont tendance à croire que être animiste, c'est être athée. Or, ce n'est même pas croire en l'existence de Dieu du tout. En objectif, juste la vérité. Adam Skaled Ouedraogo, Bernard Bougma et Geoffrey Vaha reprennent du service pour la 6e saison du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Tree TV à partir de 8h. Le tribunal de l'actualité, ne jamais condamner l'actualité sans l'avoir jugée. Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à nous suivre en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Tree TV et Watt FM. C'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité. Vous pouvez également suivre cette émission sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Skaled Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Monsieur les juges. Bernard Bougma, Geoffrey Vaha. Bonjour, Président Ouedraogo. Bonjour, Juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, Juge Bougma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Promotion immobilière au Burkina Faso, la question est une fois de plus au cœur de l'actualité avec le rapport de la commission ad hoc sur l'examen des demandes d'approbation des projets immobiliers, un document rendu public lundi dernier. Et dans ces grandes lignes, on retient que sur 400 demandes d'approbation, seulement 105 de ces dossiers ont été jugés recevables. Quels sont les textes en vigueur et que disent les textes en la matière et les exigences techniques? Nous allons poser ces questions-là au directeur de l'architecture, de l'urbanisme et de la construction, Aimé Camille Soubaïga. Bonjour et bienvenue. Bonjour. À la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes par ailleurs le président de la commission ad hoc, auteur du rapport sur l'examen des demandes d'approbation des projets immobiliers. L'audition avec les juges, ça sera après la première virgule, les avant-propos. Monsieur les juges, vous avez la parole. On commence avec vous, juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci. Mon avant-propos va concerner le comeback, si vous voulez, de Bassoma Bazi après l'épisode CGTB. Tout le monde savait que c'est quelqu'un, en tout cas, qui allait trouver une occupation, qui n'allait pas chômer compte tenu de son parcours, de ses convictions et aussi de ce qu'il a comme ressources intellectuelles, physiques, morales et tout. Donc c'est sûr que ce n'est pas après le militaire, comme on appelle ça la direction de la CGTB, parce qu'il s'est déchargé de la CGTB. Mais en même temps aussi, c'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, il suffit de parcourir son profil. Donc, dans ces conditions, il était déjà sur la brèche, bien avant même de céder la CGTB à M. Diallo, mais ce n'est pas quelqu'un qui allait chômer. Effectivement, hier, au dessus d'une conférence de presse, il s'est révélé à la tête de cette initiative-là pour le soutien au Mali en tant que président du comité ad hoc. Alors, jusqu'où est-ce que cet engagement va y aller, ou bien c'est juste provisoirement pour le Mali, ou est-ce que toujours est-il que comme c'est une commission ad hoc, c'est sûr qu'il y a une réflexion qui est en train d'être faite pour pouvoir voir quoi faire. J'ai dit, nous avions dit en son temps, ce n'est pas des messieurs comme M. Bazé qui peuvent chômer ou qui pourront rester entre griffes tranquilles, parce que ceux qui s'engagent sur le plan de la lutte
syndicale pour la défense des droits humains, c'est un peu comme ceux également qui s'engagent dans le domaine politique. C'est des convictions, c'est des virus qui vous piquent, qui se manifestent de la même façon maintenant, pas sur les mêmes champs. C'est pourquoi vous allez voir comme des doyens Alidou Ouedraogo qui sont toujours sur la brèche malgré toutes ces années de combat, de lutte dont ils portent d'ailleurs les séquelles. Donc, comme on appelle ça. Donc, c'est une affaire comme ça. Donc, je pense également qu'ils sont, M. Bazzi, c'est aussi dans cette même veine. Donc, ce qu'on peut, c'est lui souhaiter beaucoup de courage, beaucoup d'entrain, beaucoup d'inspiration, parce que c'est un combat de conviction. Donc, on attendra de voir véritablement sur quoi est-ce qu'il va donner, parce qu'il y en a également qui épiloguent, est-ce qu'il ne va pas glisser à un moment donné en politique pour porter haut les convictions. Mais c'est aussi un choix, parce qu'il y en a qui l'ont fait, il y en a aussi qui ne l'ont pas fait. Merci, juge Bougman. Juge, vous avez la parole. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner le point de presse des petits commerçants de la capitale. Et c'était à la Bourse du Travail. Et ils avaient décidé de passer donc un message sur les risques qui pourraient pointer à l'horizon, ceux d'augmentation de prix de produits importés, parce que, disent-ils, ils subissent un contre-coup, c'est celui de la hausse des transports qu'ils ont à charge, et donc ils risqueraient à la fin de faire impacter ça sur les prix donc de vente de ces produits-là. Donc on risquerait d'assister à une haute hausse donc générale des prix. Moi je trouve que c'est une grosse crainte qui pointe à l'horizon dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui, et avec les réalités du Burkina. Pour le Burkinabé lambda, c'est déjà pas facile. Maintenant, il y a les raisons qui sont données. Ils disent que pour ce qui est de l'importation, les transporteurs se retrouvent à payer à payer donc des amendes, et ce qu'ils appellent aussi des pénalités de surcharge à l'essieu, et cela arrive quelquefois à des hausses de 50% de ce qui était prévu comme frais de transport, et en moyenne pour 50 000 ils se retrouvent à payer 75 000. C'est un peu la valeur chiffrée qu'ils ont eu à donner pour qu'on se fasse une idée, et ils disent que ça va même jusqu'à quelquefois un peu plus que cela. Maintenant, la problématique aussi, c'est qu'on ne va pas jusque dans le fond des choses. Nous tous, on est à Ouaga, on voit les camions qui sont en train d'allonger par des moyens et qu'on rencontre souvent à Ouaga en circulation. Est-ce que cela aussi n'est pas une des raisons? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments? Mais pour le consommateur, en tout cas, le plus important, c'est qu'ils arrivent à se comprendre. Le Nasser et ces transporteurs-là, et que les commerçants aussi nous disent plus de vérité dans ce qui se passe, parce qu'on est tous au courant aussi de certain nombre d'éléments. Parce que aller au marché aujourd'hui, vous verrez que la plupart des denrées, ce qu'on avait à certains prix, tout a vraiment augmenté. Et donc, s'il faut nous annoncer encore qu'on va souffrir davantage, je crois qu'il faut qu'on ouvre l'œil et le bon pour être très regardant sur ces choses-là, parce que je pense que le Burkinabé paye déjà le lourd tribut pour un certain nombre de conséquences. Il ne faudrait pas qu'on continue dans ces situations-là. Il faut que très vite ça soit réglé. Merci, messieurs les juges. Merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Un rendez-vous, en tout cas, du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Aimé Camille Soubaïga est notre convoqué du jour. Il est le président de la commission ad hoc, auteur du rapport sur l'examen des demandes d'approbation des projets immobiliers au Burkina Faso. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter davantage cette commission-là, dans sa composition, et le délai que vous avez eu pour faire ce travail? Merci bien. Effectivement, avant tout propos, c'est de vous remercier de donner l'opportunité, même si c'est à la barre, de m'exprimer sur le contenu de ce rapport. Et effectivement, on a 400 dossiers qui étaient en instance au sein de nos services, et ces 400 dossiers viennent du fait que le ministère a constaté effectivement les dérives en matière de promotion immobilière, a été interpellé par plusieurs canaux,
au-delà de ces services internes de contrôle, il y a eu 2 enquêtes parlementaires quand même sur plus ou moins la question non seulement du foncier, mais spécifiquement de la promotion immobilière. Et bien sûr, les médias se font écho chaque matin sur les débats. Et donc, comme mesure conservatoire d'urgence, il a été suspendu les traitements pour limiter, pour circonscrire déjà et limiter les dégâts. Et donc, du coup, le temps d'engager les réformes, nous nous sommes retrouvés justement avec ces dossiers en instance. Et aujourd'hui, on a un projet de loi sur la table et comme mesure transitoire pour passer des anciens textes aux nouveaux textes, Monsieur le ministre a jugé nécessaire de mettre en place ce comité-là pour analyser tous ces dossiers en instance, pour vider les tiroirs et aller vers les nouveaux textes. Alors, ce comité comprend non seulement nos services au sein du ministère qui interviennent dans le traitement en général de ces dossiers, c'est les services de l'urbanisme, c'est les services de l'habitat dont je suis le directeur général, c'est les services en charge de la politique en matière de logement et donc on a d'autres services en interne que je vais pas citer peut-être, mais à côté de nous, nous avons convié les départements du ministère en charge des finances qui interviennent sur le domaine, en matière de domaine, domanial, affaires domaniales. Et nous avons convié aussi le ministère en charge de l'administration territoriale qui intervient sur la même question, la question domaniale. Et donc nous avons convié les promoteurs immobiliers eux-mêmes à être représentés en tant qu'observateurs pour des questions de transparence. Et voilà un petit peu comment le comité a été constitué et a effectivement travaillé sur la base d'objectifs assez clairs qui lui ont été assignés, notamment analyser ces 400 dossiers et permettre d'appliquer de manière rigoureuse les textes actuels permettant de vider les tiroirs pour passer vers les nouveaux textes. Vous avez eu combien de temps pour Nous avons eu 21 jours, comme de manière réglementaire, cela est institué d'ailleurs au niveau de nos administrations pour ce genre de comité. Mais il faut dire que c'est 21 jours de travail. Okay. Donc, au regard de la tâche et de la complexité de ce qu'il y avait à faire, nous avons dû avoir des périodes de suspension pour mener au sein de nos services certaines tâches qui vont permettre au comité de travailler. Notamment 400 dossiers, chaque dossier comporte énormément de pièces. Il fallait résumer ça sur des fiches, des canevas. Ça a été extrêmement fastidieux. Ce sont ces canevas qui ont été reversés aux travaux du comité. Et au-delà de ça, il fallait établir une cartographie de ces projets-là en projetant chaque projet immobilier sur la carte de la localité concernée pour voir comment ça se présente en matière spatiale, comment ça se présente à l'intérieur des documents de planification urbaine. Et ça, c'est la base de l'appréciation. Donc il fallait prendre des opérateurs, suspendre, faire ça avant de reprendre l'analyse des dossiers. Et donc les 21 jours ont été de 21 jours de travail pour le comité avec des suspensions pour permettre ce travail de fond-là. Pour qu'à la sortie, on ait quand même un travail assez complet. D'accord. Monsieur le juge. Alors il y a la loi qui avait été préparé, déposé sur la table de l'Assemblée nationale. On s'attendait à ce que lors de la dernière session d'ailleurs qui a été la session budgétaire, les députés puissent tabler là-dessus. Finalement, ça n'a pas été. Pourquoi? Alors, pour ne pas dire des choses qui ne sont pas exactes, je n'ai pas suivi les raisons particulières pour lesquelles à l'Assemblée ça n'a pas été. On a suivi, on a travaillé, on a beaucoup contribué à l'élaboration de ce projet de loi. On a eu les retraites qu'on a eu à faire avec les promoteurs immobiliers en interne entre nous. À l'arrivée,
je vais dire, la procédure a été engagée et vraiment nous-mêmes on avait espéré que ça puisse le faire. Il y a eu une vraie implication de monsieur le ministre pour suivre ça, mais les raisons pour lesquelles ce n'est pas passé, ça nous a pas, moi personnellement ça m'a pas été communiqué. Voilà. Donc, nous on était déjà en plein dans le comité. Et justement, vous voyez, l'articulation était que le comité sorte ses résultats et qu'en même temps, quand on publie ça, on bascule dans la nouvelle loi pour ne plus avoir de période de flottement. Alors que là, nous allons évacuer, on a commencé à sortir des projets. On ne peut plus ouvrir, sinon on va recevoir encore de nouveaux dossiers sur l'ancienne loi. Et si on ouvre, c'est ce qui risque de se passer. Alors qu'on voulait, quand on évacue ça, en ouvrant le traitement à nouveau des dossiers, que ça soit sur la base des nouveaux textes. Voilà, donc nous espérons qu'à la prochaine session, vraiment, ça puisse passer pour qu'effectivement, nous n'ayons plus affaire à l'ancien environnement. D'accord. Dans le cadre également des travaux de votre comité, il y a 2 entités qui se sont retirées, comme on appelle ça, le représentant du ministère qui s'occupe des questions de domaine et celui des promoteurs immobiliers. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir les raisons de leur non-participation? Alors, nous avons effectivement les représentants du ministère en charge des finances, notamment en charge des domaines, qui n'ont pas participé à ce comité-là, mais nous avons travaillé ensemble dans un autre comité qui était celui des réformes. Voilà. Et la raison pouvait être la mise en œuvre des trucs, des activités sur le foncier, parce qu'ils estiment vraiment qu'en matière de domaine, c'est vraiment ça qui est leur préoccupation sur l'approbation, l'analyse et l'approbation de projets immobiliers. C'est en amont de ce qu'ils font. Je me dis que ça devrait être une des raisons. Et pour les promoteurs immobiliers, ils ont envoyé l'observateur et qui a participé une fois. Après, nous les avons convoqués. Ils n'ont pas participé. À chaque session, on essayait de les relancer. C'est une question de transparence. Du moment où ils ne sont pas non plus obligés comme ça d'y être, j'imagine que c'est des raisons qui leur sont propres, parce qu'ils n'ont pas dit officiellement pourquoi, après avoir participé une fois, ils se sont retirés. Ils ne nous ont pas signifié cela. Mais pour nous, c'était une question de transparence pour que, même s'ils acceptent ou pas, qu'ils reconnaissent, qu'ils comprennent la démarche qui a été utilisée par le comité. C'était un principe quand même qui a été vraiment, je vais dire, sur insistance de monsieur le ministre, qui, même que ce soit les réformes avec lesquelles on était avec le ministère des Finances, pour le projet de loi qu'on a produit, pour les travaux du comité, pour l'instruction des dossiers qui sont des tâches internes au ministère. Ça a été ouvert juste pour des questions de transparence. Sinon, l'instruction des dossiers des projets immobiliers, c'est des activités internes au ministère pour lesquelles on avait voulu convier d'autres partenaires. Comme c'est devenu 400 dossiers, que ça s'appelle comité ad hoc, c'est de manière spécifique pour qu'on s'entende ensemble sur comment on traite ces 400 dossiers. Alors, vous avez dit pour des besoins de transparence, vous avez ratissé large, mais les promoteurs immobiliers sont les premiers concernés dans ce dossier-là. Ils se sont retirés. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à une remise en cause justement de ce rapport-là? Alors, on entend de voir. Nous, la vraie préoccupation a été d'être, transparent, de 2, collé au texte en vigueur, pour que, effectivement, les décisions qui seront prises soient sous-tendues par des dispositions de texte en vigueur et d'être le plus inclusif possible. Ça, c'est une volonté. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, tel ou tel acteur ne participe pas, le principe étant, je vais dire, mis en œuvre, je vais dire
on ne devrait pas bloquer le processus pour des non-participations. Ok. Joshua. On parle des promoteurs qui se retirent de la dynamique. Bon, les raisons, c'est peut-être eux seuls qui pourront nous les donner. Ils ont reproché le fait que tout ce boulot colossal se soit fait en 21 jours, c'est bien ça? C'est ça. C'était quand même peu, même vous le reconnaissez, vous? Ils l'ont reproché, j'ai pas entendu les reproches, je n'ai pas suivi. Mais c'était 21 jours, c'est peu quand même. C'est 21 jours qui nous a été communiqué depuis septembre. Donc en matière de 21 jours, on faisait du travail de fond auprès de nos services, on reversait au comité. Donc en réalité, le travail de fond, le travail le plus fastidieux a été fait, je vais dire, je l'ai expliqué tantôt, les travaux de saisie, de présentation, c'est, je vais dire, la restitution en comité, les prises de décision de manière collégiale. Mais comme c'était des dossiers physiques qui nous sont parvenus, effectivement, c'est beaucoup. Et maintenant, je veux dire, on a fait que, ça aussi, il faut qu'on le dise, on a fait une partie du boulot qui est d'appliquer les documents de planification urbaine pour l'instant. C'est le critère éliminatoire. Les autres critères peuvent nous permettre d'interagir avec les promoteurs pour les accompagner. Mais ce critère-là a été éliminatoire. C'est le critère avec lequel on ne transige pas. On ne tergiverse pas. Donc, en ce moment, nous avons voulu appliquer cela au départ. Et donc, les 105 projets qui passent, c'est pas comme si on leur a déjà délivré l'arrêté d'approbation. Du moment où il y a des projets qui ont pris quelque temps, il faut qu'ils ramènent leur capacité à financer la mise en œuvre de ce projet. Si vous avez pris des centaines d'hectares, vous devez dire oui, j'ai les moyens de les mettre en œuvre pour qu'on vous accompagne là-dessus. Il faut rappeler, il faut remettre à jour un certain nombre de données et pour qu'on puisse les approuver. C'est pour dire que les 21 jours ont été assez, on l'a reconnu coincé, mais on a utilisé par séance de travail où on s'est même en dernière séance, je vais dire sur une semaine, on s'est retrouvé, ça n'a pas suffi les une semaine, quand on a eu tous les éléments pour travailler en comité, on a dû faire une prolongation sur une deuxième semaine pour pouvoir bien valider les deux listes-là avant d'avancer. Parce qu'on est conscient que c'est un travail qui va faire l'objet de réclamations et d'attaques. Il était important qu'on mette du temps à nous rassurer qu'on a fait les choses conformément au texte en vigueur. Nous, ici, autour de la table, nous sommes des profanes en la matière. Et je pense que la plupart des Burkinabés qui nous occupent aussi veulent comprendre comment est-ce que, parce qu'on parle de demande d'approbation de projet, quelles sont on va dire les exigences lourdes pour qu'on ait quelques critères, pour qu'on comprenne pourquoi la majeure partie, parce que je pense qu'on parle de, je ne sais pas si c'est la ville du centre, on parle de 30 000 hectares demandés, c'est 7 000 à la fin qui doivent être répartis parmi les 105, on a près de 60% qui sont restés sur le côté. On veut comprendre pourquoi. La plupart des dossiers, qu'est-ce qui a manqué, pourquoi on a ces décisions-là à la fin. On veut avoir au moins des thèmes qui soient accessibles pour nous, c'est ça, pour qu'on puisse comprendre. Alors, pour que vous puissiez comprendre, il faut déjà qu'on se remette dans l'ambiance générale de spéculation et d'accaparement que nous avons connue et qui, je ne pense pas, existe dans ces proportions nulle part ailleurs. En matière de promotion immobilière, aller au-delà des terres, je vais dire, ouvertes à l'urbanisation, aller en brousse complètement et prendre des terres pour en faire la promotion immobilière dans ces proportions-là. Nous ne pensons pas qu'il y ait d'équivalent. Donc, on ne pouvait pas laisser prospérer déjà. Et donc, pourquoi il y a autant de rejets? C'est parce que tout le dispositif, c'est mon analyse personnelle, tout le dispositif a été pris de court par le phénomène. Voilà pourquoi on a bloqué,
pour bien pour regarder. En mars 2019, vous avez décidé de bloquer, oui. On a bloqué pour regarder ce qui se passe et comment mettre en place les réformes. Les réformes sont engagées et aujourd'hui on dit bon, on va traiter les instances qui étaient là. Et donc, il faut dire que désormais, il est important que nous-mêmes qui étions plus ou moins, qui avions le leadership en ce moment, quand on écrivait les textes sur comment orienter la promotion immobilière en 2008, et il y a eu des réformes sur le foncier qui sont intervenues après. C'est tout ça qui n'a pas été suffisamment coordonné pour prendre tous les dispositifs de cours. Et aujourd'hui, à l'analyse des 400 dossiers, les documents de planification urbaine, il y a d'autres critères, hein, mais comme je l'ai dit, le respect des documents de planification urbaine a été considéré comme une exigence fondamentale. Ça veut dire qu'on a les terres, parce que le promoteur immobilier, c'est quelqu'un qui met en valeur des espaces ouverts à l'habitation. C'est pas quelqu'un qui décide vers où la ville doit aller. Ça, c'est la puissance publique qui le fait. Dire que, par exemple, on va faire tant de logements par ici, nous, on va amener la ville de Ouagadougou de ce côté. Non, c'est la collectivité, c'est l'État, avec des normes, avec des projections, qui décident que la ville doit aller à ces limites-là, à ces horizons. Alors, du moment où ces documents existent aujourd'hui, et qu'ils sont rendus applicables, opposables à tout aménagement, le SDAGO même est passé carrément au Conseil des ministres. On ne peut pas passer outre pour faire autre chose. Ça, c'est, je vais dire, consacrer les désordres. Donc, quand on prend ces projets, voilà pourquoi nous ne voulons pas trop insister sur des fautes ou des erreurs jetées. Je veux dire la faute à qui que ce soit, mais c'est dire qu'on va remettre de l'ordre, c'est tout. Aujourd'hui, les gens ont mobilisé des terres. On a dit que ces terres ne sont pas ouvertes à l'urbanisation. Gardez ça dans leur affectation ou dans leur utilisation actuelle. Voilà d'autres projets qui sont sur des terres qui sont ouvertes à l'urbanisation, à l'habitation. Nous les rendons recevables, nous allons les accompagner, nous allons communiquer ces listes-là, nous allons dire aux populations quels sont les projets où elles peuvent s'engager et accompagner la promotion immobilière. Nous avons passé beaucoup d'années à être en train alors que le promoteur, c'est un partenaire de la politique de l'État. C'est un partenaire important d'ailleurs. Donc il faut assainir les bases de collaboration. Non seulement pour les promoteurs qui veulent travailler et qui ne veulent pas juste prendre des terres, mettre des bornes et vendre. Et aussi pour les populations qui veulent avoir des offres formelles en logement neuf. Voilà, et de qualité, et accompagné régulièrement, où tu as ton titre foncier. Parce que malheureusement, ce qui s'est passé, c'est ça. Les gens s'entendent avec les populations sur la base de je vous donne 6 parcelles, je vous donne 7 parcelles à l'hectare. Ils ne sont pas propriétaires des terres qu'ils utilisent, les promoteurs. Et donc, on ne peut pas non plus vendre quelque chose qui ne nous appartient pas, puisqu'ils n'ont pas de titre foncier. Il faut aboutir la procédure jusqu'à être entièrement propriétaire de ce que tu vends. Tu ne peux pas vendre un truc qui ne t'appartient pas. Et donc, c'est tout ça qui correspond à des difficultés pour lesquelles il faut forcément un assainissement. Et nous disons que dans ce contexte-là, les projets jugés recevables seront accompagnés sur tous les aspects. Et il y a des singularités dans la promotion immobilière. Vous achetez un logement avec plein d'éléments cachés qui sont pourtant des éléments de structure et pour lesquels vous n'étiez pas là quand ils construisaient. Comment vous vous rassurez s'il n'y a pas de services, la puissance publique qui est derrière, qui exige certaines normes de qualité et qui exige la présence de certains acteurs qui peuvent se porter garant de la qualité. Donc quand vous achetez une maison, il faut qu'on se rassure que le promoteur a effectivement respecté tous les textes. J'ai une question à ce niveau-là. Vous dites
que vous avez regardé les textes que nous avons, il n'incombe pas aux promoteurs immobiliers de décider de là où la ville doit partir, parce que la question de la projection en matière d'urbanisme, elle incombe à un autre niveau. On est d'accord. Mais est-ce que l'évolution de la ville n'a pas commencé déjà à partir ailleurs avec des approbations de projets de votre ministère? Alors, si je comprends la question, c'est... Est-ce que vous n'avez pas déjà approuvé un certain nombre de projets hors de ce qui est prévu en termes de projection selon les planifications en matière d'urbanisme dont vous parliez? Oui, en réalité, c'est tout ça qu'il faut arrêter. Il y avait des documents vous n'avez pas répondu, vous avez dit qu'il faut arrêter, mais vous l'avez déjà fait, c'est ce que je veux entendre. Non, il y avait des documents de planification urbaine qui n'étaient pas encore passés en conseil des ministres, qui n'étaient pas encore applicables, qu'on ne pouvait pas opposer pour l'instant. Et désormais, qu'ils sont rendus opposables, nous les appliquons rigoureusement. Et quand ça a commencé, les approbations en dehors de ces documents, s'il n'y avait pas eu cette suspension en son temps, on ne parlerait pas de 400 dossiers. Donc, il y a des projets qui avaient commencé à être approuvés. Nous nous sommes rapidement rendus compte sûrement de ce que cela posait comme problème. Et donc, ça a été rigoureusement stoppé. Mais je demande s'il y en a déjà qui ont été approuvés et pour lesquels, il y a eu des approbations. Des exécutions donc, de projets, si ça a été, la demande d'approbation est donnée, donc on exécute son projet, est-ce qu'on n'en a pas déjà en dehors? C'est ce que je veux savoir. Et qu'est-ce qu'on fera pour tout ça? On va laisser à l'État? Comment ça va se passer? En réalité, nous ne pouvons pas, ce n'est pas rétroactif, nous ne pouvons pas revenir pour annuler les projets qui ont eu des approbations en dehors des documents de planification urbaine. Il faut juste s'assurer que les choses se fassent dans les règles et que nous les supervisions, parce que dans leurs approbations, nous allons désormais leur appliquer toutes les normes, la mobilisation des acteurs, les promoteurs qui étaient eux-mêmes entreprises avec la construction qui leur incombait directement. On va régler ça pour que les choses se fassent convenablement. Si des gens ont eu des approbations aussi et ne se sont pas conformés aux conditions de l'approbation, on a approuvé pour construire des maisons. Si vous avez vendu des terrains, je pense qu'il y a un problème aussi à ce niveau. Mais revenir sur des projets qui étaient approuvés avant qu'on ne suspende et pour lesquels on n'avait pas, par exemple pour ce qui est du SDAGO, de passage en conseil des ministres pour le rendre opposable, et je pense que ça va être un peu compliqué quand même. Il faut juste s'assurer que le reste du processus soit vraiment encadré et maîtrisé. D'accord. Oui, effectivement, c'était d'ailleurs ma question, parce qu'il y a des documents de planification urbaine. Toutes les communes du Burkina ne les ont pas pour le moment. C'est ça. Voilà, mais il y a des communes où il y en a. Maintenant, ce n'est pas respecté. La question, c'est de savoir, mais qui n'a pas joué son rôle. Mais vous êtes en train de dire que, certains ont eu le feu vert avant l'adoption de ces documents de planification. Là, effectivement, on peut comprendre. Mais c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les uns et les autres sont obligés de respecter les documents de planification urbaine. Exact. Ok. L'autre précision, c'est que je voudrais savoir, votre travail a concerné quelle période? Parce que la précision n'a pas été donnée. Nous avons lu le rapport, en tout cas si on l'a bien lu, mais en tout cas nous n'avons pas pu voir s'il y a une fourchette de période, c'est-à-dire 2017, 2021, ou bien c'est depuis 2009, je ne sais pas moi, ou bien ça concernait tout ce qui est promotion immobilière au Burkina depuis des années. Alors, il faut dire que la suspension est intervenue à une période où même le problème était déjà posé, même au sein de notre administration. Il y avait des projets qui avaient dépassé le niveau du secrétariat général, d'autres étaient à notre niveau, et il y en avait à un certain moment, c'était bloqué à une période où on ne les avait pas rassemblés. Et donc le comité, en le mettant en place, il a été question de rassembler en interne les projets à toutes les étapes d'approbation et de les confier au comité. Donc les périodes
je vais dire, d'introduction de la demande, il n'y a pas eu d'encadrement à ce niveau pour dire c'est de telle ou telle période. C'était tous les dossiers qui étaient en instance au sein de nos services qui ont été reversés aux travaux du comité. D'accord. Mais au Burkina Faso, l'accaparement des terres n'est pas du fait seulement des promoteurs immobiliers. Il y a ces messieurs-là de gradés de l'armée, des ministres, de DG, qui ont pris des superficies, soi-disant pour développer l'agrobusiness, et finalement, c'est devenu des terres mises en jachère de façon involontaire. C'est de la broussaille, des animaux sauvages. À ces messieurs-là également, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est des grosses terres, des grandes superficies qui sont là, mais qui ne sont pas aussi exploitées, mais c'est pour quelqu'un qui a calé à Ouagadougou. C'est ça. Qui ne part même plus là-bas. Oui. En tant que citoyens, déjà, nous les constatons tous, ces grosses superficies, c'est des formes de thésaurisation. Alors, ça prend de la valeur, après, il est positionné sur d'importantes quantités de terres. En fait, ce qu'ils ont en général, c'est des permis pour exploiter, etc. En termes d'exploitation, nous ne voyons pas grand-chose. Et donc, c'est tout ça qui fait l'objet des réformes sur le foncier. Il faut dire qu'il y a la question de la promotion immobilière pour laquelle le comité a été mis en place et pour lesquelles les réformes, la nouvelle loi est introduite. Et puis, il y a la question plus globale du foncier qui fait l'objet d'un comité interministériel, celui-là, ce n'est pas le comité ad hoc, mais c'est un comité interministériel qui implique de manière très large, même l'environnement, je veux dire l'eau. Il y a plein de départements, il y en a près d'une dizaine impliqués dans ce comité interministériel-là, qui est chargé maintenant des réformes plus lourdes sur le foncier. Et même, tout est remis sur la table, hein, même la RAF, qui est quand même le document supérieur, est sur la table. C'est pour dire que la question du foncier, qui est une question beaucoup plus lourde que de recadrer un secteur d'activité, je veux dire, est aussi en plein dans les réformes. Malheureusement, les procédures sur ces genres de réformes qui impliquent plusieurs départements sont assez longues, et les enjeux sont tels que les débats à tous les niveaux sont assez fournis. Et donc, ça va se faire avec... Mais ces messieurs-là détiennent par devers, des titres fonciers. S'il y en a qui ont des titres fonciers. Voilà, il y en a qui ont des titres fonciers, c'est sûr. Mais ce n'est pas exploité. Donc l'État reste impuissant dans ce moment. Non, mais bon, c'est ça, tout ça qui va... Quand on vous écoute, que vous êtes un peu gêné, c'est pas la même arme, c'est pas la même yaque. Sur le foncier... Mais c'est parce que c'est des groupes, c'est des messieurs qui sont... Non, vous êtes plus à l'aise quand il s'agit des promoteurs immobiliers. Vous savez pourquoi? Messieurs, oui. C'est que ce n'est pas ma matière principale, le foncier. On a une direction générale en charge de l'urbanisme qui assume plus le leadership de manière spécifique sur le foncier, les réformes sur le foncier. Et moi, c'est en matière d'habitat. Et donc, j'assume la tutelle plus ou moins de cette question de promotion immobilière. Mais ce n'est pas tout à fait la même matière. Voilà pourquoi j'émets des réserves quand je m'exprime sur la question du foncier. D'accord. Voilà. C'est franc, mais nous avons besoin de lui au tribunal de l'actualité pour en savoir davantage, parce que c'est également une sérieuse préoccupation. Dans le discours, l'accent est beaucoup plus mis sur les promoteurs immobiliers, alors que ces messieurs ont même dévancé, en matière d'accaparement des terres, ces messieurs ont dévancé beaucoup les promoteurs immobiliers. Prenez les différentes sorties de Ouagadougou. 10, 15, 20 km, c'est des grands murs, il n'y a rien là-dedans. Vous partez en pleine province, dans des zones reculées, vous, à un moment donné, vous surprenez une bâtisse de 20 tôles, de 10 tôles, avec une clôture, soit en grille, donc grillage, ou un mur avec des matériaux définitifs. Mais à l'intérieur, c'est aussi de la broussaille. On vous dit, c'est tel député qui est venu, il n'est même plus revenu depuis qu'il est tombé, il n'a plus les moyens. Mais ça est là, il a même un titre foncier. Donc, comme vous dites que ce n'est pas votre domaine de prédilection, nous pouvons vous considérer cela. Mais ma deuxième question, une autre question, quand on lit les promoteurs qui respectent, il y a des zones où le promoteur respecte, il y a des zones où le même promoteur a d'autres terrains mais qui ne respectent pas. Alors, comment on fait pour ceux qui ont déjà pris des parcelles, qui ont construit, qui y habitent, mais monsieur regarde, il dit, mais nous-mêmes, notre zone-là, il paraît qu'il est irrégulier ici. Ce monsieur-là, qu'est-ce que vous avez comme réponse pour lui?
Alors, je pense que pour chaque projet, les cas risquent d'être assez spécifiques. Et donc, cette première étape qui a consisté à classer en 2 blocs l'ensemble des projets immobiliers nous permet déjà d'avoir cette situation pour apprécier les réclamations qui vont venir par la suite. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les populations qui vont se sentir lésées sont réellement en droit d'introduire des réclamations auprès de ceux qui les ont entraînés à l'intérieur. Parce que vous déposez un dossier pour approbation et il est vrai que pour certains il y a eu du temps mis, mais si vous commencez à effectuer d'autres tâches qui vous mettent complètement en irrégularité jusqu'à aller vendre ces terres-là à des gens, quand même on est dans une situation où on a escamoté toutes les règles en la matière. Et donc, du coup, elles sont en droit d'introduire des réclamations et nous serons sûrement saisis en temps opportun aux côtés des populations pour voir ce qu'il en sera. Donc, ce qui est déjà prévu vont régulariser. Ce qui est déjà là, qui ne respecte pas les textes, ces promoteurs vont régulariser tout simplement vis-à-vis de la loi. Je prends un exemple. Un promoteur X qui a un terrain, qui n'a pas encore fini ses papiers pour avoir son titre foncier, mais qui a commencé à opérationnaliser, à construire ou à vendre. Monsieur Ouedraogo vient, il acquiert une parcelle, il veut ses papiers parce que le promoteur a dit qu'il a la possibilité d'avoir également un titre foncier à l'intérieur, alors que le promoteur ne l'a pas encore. Et quand ça coince, je dis par exemple dans ces conditions, c'est à qui on s'adresse. Lui s'adresse à son promoteur, mais c'est sûr que le promoteur va s'adresser à la porte de l'administration. Dans ces conditions, comment on fait? Parce qu'il y en a qui sont également dans des conditions, ces conditions quand vous écoutez. C'est ça. Alors, comme on l'a dit, c'est des cas qu'il va falloir étudier en fonction des projets. Vous l'avez dit vous-même, le promoteur peut avoir des projets pour lesquels il peut recaser ces personnes. Il y a plusieurs cas dans lesquels moi, qui n'est pas posé qui ne suis pas à l'origine de lui son problème, parce que il a quand même causé un sérieux problème en partant sur un projet sans aucun élément de régularité. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Il a introduit un dossier. Il devait avoir l'autorisation de lotir. Il n'a pas eu. Il a implanté. Il a loti. Il devait avoir d'abord ses parcelles individuelles régulièrement constituées pour vendre. Il a quand même commercialisé 2 fois sur des plans qui ne correspondent pas à grand-chose. Aujourd'hui, je pense qu'il ne serait pas bien de se prévaloir de ça. On va en interne. Ce n'était pas l'objet du comité déjà. Donc, je parle de quelque chose comme on est tous dans le sujet, on voit ces réclamations qui vont venir. Ce n'était pas l'objet forcément du comité ad hoc qui a été mis en place, mais c'est des questions que nous allons attendre, elles vont se poser sur la table et puis nous allons effectivement les traiter. Et lors de la conférence à laquelle on a eu droit la dernière fois, on a eu des exemples qui étaient quand même édifiants. On parle de Saba, une quarantaine de promoteurs immobiliers, seuls 4 sont vrais. Je sais pas, on a dit que le reste, il y a un qualificatif qui a été abordé, qui a été pris, c'est hors la loi. Ça veut dire quoi? C'est des illégaux, c'est des voyous, c'est quoi? Alors, en réalité, hors la loi, ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté toutes les étapes allant de l'arrêté d'approbation à l'autorisation de lotir, jusqu'à, mettre en place, parce que même l'autorisation de construire est une pièce pour permettre de vendre une maison à quelqu'un. Et donc, quand on a signé et quand on a déposé son dossier, et pour ceux qui l'ont déposé, parce qu'il faut dire qu'il y a complètement des promoteurs que nous qualifions de sauvages sur le terrain, qui n'ont peut-être ni l'agrément, ça c'est ce qu'ils appellent eux-mêmes non lotis là. Ils prennent aussi de l'argent des populations. Voilà. Et donc,
surtout sur la zone, le territoire très dynamique de Sambala, nous avons quand même un intérêt très appuyé des promoteurs sur cette zone. Alors que quand nous prenons les documents de planification urbaine, il n'y a qu'une partie des zones d'urbanisation qui sont prévues. Le reste là, c'est des zones non affectées par les chemins directeurs. Le reste, c'est des zones, il y a même des zones agro-pastorales où nous retrouvons plein de projets immobiliers à l'intérieur. C'est tout ça qui est qualifié d'illégal. Mais ce que je veux comprendre, c'est que ce sont des promoteurs qui sont légalement constitués, qui font partie des 275 que les agréments là, c'est ça? On en retrouve dedans? On en retrouve dedans, oui. Mais donc qu'est-ce que vous faites? Ils ont des agréments, ils ont vos agréments? Alors l'agrément, ce n'est pas... Oui, l'agrément, ce n'est pas le seul élément de régularité. Et dans un projet immobilier, déjà l'agrément, c'est la condition pour introduire un projet immobilier. Mais maintenant, on ne dit pas que le promoteur lui-même il a un problème. On dit son projet a un problème. Ce que je veux dire, ce à quoi on est habitué dans Ouagal, très souvent, c'est des procès à n'en pas fini, mais des gens qui se réunissent pour se plaindre parce qu'on leur a vendu quelque chose, ils ont contribué pour quelque chose. Alors après, on dit là-dessus, il y a un problème. Et ça, c'est récurrent. Mais c'est des gens qui sont légalement constitués, donc ça a valeur, ils ont confiance, ils viennent. Mais on a l'impression qu'il y a un genre de polissement, on laisse faire. C'est pour ça que je demande, quelqu'un qui existe légalement, qui ne respecte pas certains textes, mais qui continue d'avoir un agrément, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est fait pour ces personnes qui sont des indélicats, qui ont peut-être plusieurs projets comme ça, qui ne respectent rien, mais qui ont toujours ce capital confiance auprès des populations, parce qu'ils sont légalement constitués, ils sont reconnus comme étant entrepreneurs. Et parmi la shortlist des 275, qu'est-ce qui est fait? Alors, aujourd'hui, nous sommes on avait suspendu le traitement déjà. Nous avons un certain nombre de dossiers accompagnés. Nous avons mis en place, on avait derrière la direction générale en charge du contrôle, qui a fait du travail, qui a remonté un certain nombre d'irrégularités sur le terrain, mais malheureusement, qui n'avait pas suffisamment de force coercitive, qui n'avait pas suffisamment de moyens. Et vous avez dû suivre cette direction générale passer en office pour lui donner le statut plus important, plus approprié pour attaquer cette question. C'est pour dire qu'en termes de capacité de maîtrise du territoire, d'aller, débusquer ces genres d'opérations qui ne sont pas conformes au texte, ça va être plus appuyé avec ce comité en charge l'office en charge du contrôle là. Nous ne disons pas que, parce que en fait, avant le problème était connu, mais on a tenté même de retirer des agréments, ça n'a pas prospéré, c'est les attaques en justice. Et donc, c'est pour dire qu'il faut revenir, réinstaller de bonnes conditions, d'où les réformes en cours, pour repartir sur de meilleures bases, notamment sur tout ce que vous évoquez tantôt, les punitions appliquées, les retraits d'agréments. On avait des pénalités qui ne dépassaient pas 10 millions. Les textes passés ont présenté quand même des failles, où quelqu'un qui a parcellé et vendu pour près de je ne sais pas combien de milliards, on lui applique une pénalité de 10 millions. Bon, c'était quand même assez dérisoire. C'est tout ce que vous décrivez là qui a fait l'objet des réformes que nous menons actuellement et aussi de la mise en place de l'office qui aura suffisamment de points sur la question pour que tout ce qu'on constate là ne prospère. D'accord. Vous avez parlé des critères de sélection des dossiers. Sur 400 dossiers, 105 qui passent. Ça veut dire que le tamis était suffisamment fin. Alors les 275 avaient mobilisé des terres. Qu'est-ce qu'on en fait? Sur la question, il y a eu une polémique là-dessus. Est-ce que c'est des terres qui vont être retirées? Ça appartient toujours aux promoteurs? Qu'est-ce qu'on en fait? Non, il n'y a pas lieu effectivement de polémiquer dessus. Quelqu'un qui introduit un dossier et la réponse peut être positive ou négative. Pour certains cas, c'est négatif. Je veux dire, aujourd'hui, les terres sont dans une utilisation, ça reste dans cette utilisation. Et les propriétaires restent les mêmes propriétaires. Il n'y a pas de lieu de penser qu'il y aura de changement
particulier sur la question. Effectivement, les promoteurs immobiliers, pour la plupart, deux fois, ce qui nous revient, ils se plaignent que pour s'entendre avec les populations, deux fois, ils sont obligés de les entretenir entre griffes. Parce que quand il y a les baptêmes, ils dépensent, quand il y a un certain nombre de choses, ils dépensent. Mais en réalité, le vrai deal, c'est qu'ils s'entendent avec les populations sur des nombres de parcelles, ils n'ont pas acheté. Ils promettent, si je fais passer le projet, je vais vous remettre tant de terrain, et puis moi-même, je vais faire mon activité sur temps. On n'a pas approuvé. Bon, tu n'as pas de terrain à 2 mètres, toi aussi, on se quitte. Voilà, on est censé être quitte. Et donc, là, du moment où, à la limite, il y a eu juste j'ai oublié un truc au niveau des municipalités, là, ils ont des délibérations qu'ils font au niveau des mairies. Ils ont des fois quelques documents comme ça qui ne sont pas des documents de propriété. Et donc, du coup, nous réglons la question. En fait, ce qu'il faut dire, voilà pourquoi on a besoin de l'accompagnement et de l'appui des uns et des autres, et surtout de la compréhension de tous les acteurs, c'est que nous venons d'une période, effectivement, où il y a eu des flottements, et nous sommes en train de recadrer. Forcément, il y aura des grincements des dents, mais si on se limite à ça, on compromet de manière durable la viabilité de nos villes. J'ai amené un truc malheureusement qu'on ne peut pas projeter à l'écran. C'est une carte qui permet d'illustrer ce phénomène de dispersion dans la nature de projets. C'est n'importe quoi. On ne peut pas construire une ville comme ça en prenant 20 hectares par-ci, 40 hectares par là, de manière éloignée de 3 km ici, de 2 km là, sans une cohérence d'ensemble, qui est un phénomène qu'on appelle le mitage en urbanisme, qui n'est pas un bon phénomène, que nous ne pouvons même pas économiquement assumer. Voilà. Ça veut dire qu'on avait une ville qu'on reprochait de s'étaler en taches d'huile. Aujourd'hui, on a une ville qui s'étale en éclaboussure, dans tous les sens. On a des taches un peu sur l'espace. C'est vraiment, il faut recadrer cela. Voilà pourquoi les documents de planification urbaine, sur l'horizon du document, ce qui est du SDAGO 2025 là, définit une limite. On dit la population croît à tel taux, et donc d'ici cette échéance, nous ne devons pas consommer plus d'espace que cette limite-là. On ne doit pas être en train d'aller dans tous les sens. Et c'est surtout ça. Et voilà pourquoi on veut appeler tous les acteurs, et les médias sont des acteurs très importants pour relayer, pour dire on ne peut pas être dans ça de manière durable. Il y aura forcément un problème. S'il y a eu des périodes de flottement, revenons et faisons les choses conformément pour les générations à venir. Oui, mais il y a aussi si on peut dénoncer l'indélicatesse des promoteurs immobiliers, il y a aussi dans les rangs des fonctionnaires également des gens qui n'ont pas fait leur boulot, qui ont laissé faire. Et même au niveau des collectivités. Vous dites que dans les zones, quand nous avons lu le rapport, il y a des zones, c'est des activités agro-pastorales et tout. Oui. Alors que en fonction des superficies, il y a une délibération d'un conseil municipal qui doit forcément valider. Et il y a des superficies qui doivent venir en conseil des ministres en fonction de leur taille. Alors, où étaient ces maires-là, au niveau des conseils municipaux qui ont laissé faire, et où était l'administration, la puissance publique? Un promoteur qui a déposé son dossier, ce n'est pas encore validé, qui commence effectivement à faire son boulot, et puis on le laisse faire. Donc, ce laxisme-là, le citoyen, jusqu'à présent, moi, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui n'a pas fait son boulot à un moment donné? Et comment aussi ces derniers répondent? Parce qu'il s'agit de ça, mais bon, on charge le promoteur immobilier, mais il y a quelqu'un dans la chaîne également qui a laissé faire ou qui a été complice à un moment donné. Et ces indélicats-là, on en fait quoi? Alors, sûrement que c'est des questions qui seront posées et traitées. Mais aujourd'hui, moi, à mon niveau, ce que je vois en tant que technicien, c'est de dire qu'il a pu y avoir des périodes de flottement. Deux fois, quand on s'arrête à qui a fait quoi et comment punir celui-là ou l'autre,
du moment où on a pu circonscrire, à mon avis, on a pu plus ou moins circonscrire. On aurait pu consacrer les 400 et puis ça va passer, etc. On a pu plus ou moins, en arrêtant les traitements, il y a des désagréments parce qu'il y a un phénomène qui a gonflé dans un sens assez négatif. Mais aujourd'hui, comment on revient dans un recadrage, l'ambiance dans laquelle on va faire ce recadrage-là est assez importante. Sinon, en stigmatisant, on va passer plus de temps à dire c'est lui, il va se défendre, l'autre, il va se défendre. Et puis, à la limite, vous allez voir que peut-être il y aura plus de tergiversation sur la question. Et puis, quand il y a trop de problèmes, on va même dire le recadrage là-bas. Et puis après, on va continuer ce qu'on faisait. C'est de dire qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de ramener les choses dans l'ordre. Et on ne dit pas qu'il faut l'impunité. Si les rôles de certains sont avérés, pris à défaut sur des textes particuliers, on peut le faire. Mais par exemple, pour les collectivités, des fois, ils ont d'autres grilles de lecture. On a nos populations qui sont dans certaines conditions. Un projet immobilier qui vient, si je peux être engagé, et ça peut se comprendre pour que le projet se tienne, sans pour forcément avoir... Même quand il y a un document de planification urbaine. Bon, pour le cas du Grand Ouaga, il faut reconnaître qu'il est rendu opposable il y a quelques mois. Et donc, il existait dans ces dispositions. Il a fallu quelques mises à jour et son approbation de manière régulière. Et donc, pour les autres localités, il faudra regarder. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut surtout qu'on fasse beaucoup de sensibilisation. On n'a pas la culture des documents, malheureusement. Et ce n'est pas celui-là seul, il y en a plein d'autres. Il faut qu'aujourd'hui, parce que les gens vont se rendre compte, la rigueur avec laquelle le comité a travaillé, les promoteurs, j'ai appris ça quand même en interagissant avec eux, ils ont des capacités très importantes à lire les textes, des fois. Mais quand, je veux dire, on ne ressent pas la contrainte de manière ferme, on peut passer outre. Mais désormais, quand on va dire il y a 295, rassurez-vous, plus personne ne prendra un projet sans aller consulter les documents de planification urbaine. Et ça, c'est une grosse opportunité pour nous, pour encadrer l'extension des villes. D'accord. C'est ici qu'on va mettre un point final à cette convocation. On a eu des grilles de lecture, en tout cas, par rapport à ce qui a été fait au sein de la commission ad hoc sur le rapport de l'examen des demandes d'approbation des projets immobiliers. Je rappelle que vous êtes Aimé Kamé Soubega, vous êtes le président du dit comité. Vous êtes également, on l'a précisé en début d'émission, le directeur en charge. Vous êtes le directeur de l'architecture, de l'urbanisme et de la construction. Merci d'être passé de l'habitat. Merci d'être passé au tribunal de l'actualité. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. C'est vrai qu'une heure pour évoquer la question de promotion immobilière, c'est pas évident. Nous allons certainement appeler d'autres acteurs sur ce plateau-là pour avoir également leur part de vérité sur cette question-là. Merci d'être passé. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, auditeurs des médias leaders True TV et Watt FM. On se retrouve demain pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité manhattanane. Restez fidèles à nos programmes.